Une séance de 10 heures un peu particulière ce soir, je vous avais prévenu, puisque cette séquence est enregistrée. Elle a été enregistrée à l'hôtel Scribe lors du passage de David Bowie en France. Mais nous venons de faire une émission également avec Stallone, Sylvester Stallone. Alors, David Bowie, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un fan des films de Stallone ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas beaucoup? Il est parti, vous pouvez dire ce que vous pensez maintenant. Ben, j'ai pas vu beaucoup de films de Stallone. La seule chose que j'ai vue, c'était Rocky 1, le premier, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais en général, si j'ai la possibilité de voir des films au cinéma, si j'avais le choix, disons, entre Stallone ou David Lynch ou Alex Cox, eh bien, je prendrais peut-être plutôt Alex Cox ou David Lynch que Stallone. Bah voilà, ça fera plaisir à Stallone qui est parti, merci beaucoup. Alors, David Bowie, maintenant, on va parler de disques. On parlera d'ailleurs de cinéma après, puisque vous êtes également un acteur. Alors, 95, c'est le chiffre qui correspond à ce que vous avez fait dans le disque en tant qu'album ou en tant que single. 95 disques, qu'est-ce que ça représente pour vous de faire un disque? Qu'est-ce que ça représente pour moi de faire un disque? Vous voulez dire par rapport au chiffre 95? Donc, par rapport, disons, à faire des films de cinéma, par exemple, eh bien, vous savez, dans l'ensemble, j'ai toujours essayé de faire des films parce que j'aime bien la mise en scène et j'ai pu travailler avec des bons metteurs en scène comme Nicholas Roeg dans The Man Who Fell to Earth, comme également Merry Christmas, le film de Shima. Donc, si on ne me propose pas un rôle au cinéma, je le choisis à cause du metteur en scène, plutôt qu'à cause du film. Alors, ça commence à changer parce que maintenant, moi-même, je commence à acquérir, à lire les travaux de réalisateurs de scripts qui m'intéressent. Et moi-même, je voudrais faire la mise en scène. Donc, cela m'intéressera davantage. Je voulais vous dire, David, qu'est-ce qui vous intéresse quand vous faites le disque? Quelle étape est la plus excitante pour vous? D'entrer en studio, la sortie du disque? Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'enregistrement à proprement parler. En général, la composition de paroles, de chansons me fatigue beaucoup. C'est très important, mais c'est beaucoup moins agréable. Et l'enregistrement est beaucoup plus agréable dans le studio et le fait de travailler avec ses collègues musiciens. Enfin, c'est surtout un peu se libérer de ce qui est sur le dos. Le véritable enregistrement des Pirates d'un lourd fardeau, c'est vraiment très agréable. On a toujours envie de faire quelque chose et on pense à la chose suivante. Les deux derniers albums, eh bien, c'était Tonight, Absolute Beginners. En quoi celui-ci, Never Let Me Down, est différent? Eh bien, je crois que le vent a commencé à tourner à la fin des années 83 où j'avais fait un disque qui était assez très commercial, Let's Dance. Mais c'était très commercial, mais je me sentais un petit peu mal à l'aise. Tout devenait un petit peu trop sucré et un petit peu trop plastique. Alors ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de revenir à un style de guitare qui concerne un petit groupe, quelque chose qui est plus musical, qui est moins commercial. Et c'est très différent de ce que je faisais dans les années 70. Ça fait des années. Vous avez travaillé pour faire ce disque avec une équipe des années 60, une équipe des années 80. Vous avez regroupé un peu l'ensemble de vos compagnons, ceux qui ont la même sensibilité musicale que vous? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'affinités musicales. Les musiciens que j'ai recrutés pour ça, c'est surtout Carlos Alomar, qui travaille avec moi depuis 14 ans maintenant. Mais il y a également un vieil ami à moi, camarade d'école, Peter Frampton, si vous le connaissez, qui également, à mon sens, est l'un des grands héros de la guitare des années 70. Il y a également quelqu'un d'autre que j'ai fait venir à la guitare, qui a envie de faire des tournées. Enfin, Peter Frampton veut m'accompagner, je suis très content de l'avoir parmi nous. On va regarder immédiatement, David, un extrait, car on peut regarder un extrait du disque avec le clip, et tout de suite après, justement, on va parler des clips. Alors justement, les clips, ça c'est important, le vidéoclip, vous en avez été l'instigateur pour plusieurs, pour des chansons qui vous appartiennent. Est-ce que c'est un nouveau moyen de communication? Enfin, pour moi, quand j'ai commencé à faire des clips, c'était quelque chose de vraiment passionnant.
C'était un domaine dans lequel on peut faire toutes sortes de choses. On peut faire finalement une œuvre qui a le même poids que la chanson, mais qui n'est pas une chanson. Alors ça, c'était avant l'avènement des clips dans le grand public. Et ça, maintenant, les clips, on les voit partout à la télé. Mais les réseaux télévisants ont commencé à censurer un petit peu les clips, à imposer leurs contraintes, leurs règles de ce qu'on doit trouver dans un clip, de ce qu'on ne doit pas y trouver. Et maintenant, les clips deviennent beaucoup moins intéressants que par le passé. Et les clips tendent plutôt à être commerciaux qu'à soutenir la valeur musicale d'une chanson. Moi, je continue à m'en tenir à mon style, mais en général, les clips deviennent de moins en moins intéressants. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance, quelquefois, en tout cas dans un passé récent, à voir des images qui ne correspondent pas du tout au texte dans des clips. C'est une mise en scène avec tout ce que ça peut comporter d'artistique, peut-être, ou de recherche, mais qui ne correspondent pas toujours à la chanson, au message éventuel de la chanson. Est-ce que ça, c'est pas un peu aussi gênant pour la compréhension, je dirais, internationale d'une chanson? Parce que c'est vrai que beaucoup à travers le monde parlent la langue anglaise, mais tout le monde ne parle pas anglais. Et l'image, quelquefois, pourrait aider à la compréhension du texte. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. En fait, je crois qu'on peut servir d'images fragmentées, surréalistes pour aider à la compréhension d'une chanson si ces images elles-mêmes sont lourdes de sens, si elles peuvent se faire comprendre par un public international, si elles sont pleines de symboles, par exemple. Mais si on se sert d'éléments un petit peu fictifs simplement pour vendre la chanson, là, je crois que tout l'exercice devient sans intérêt. Il y a quelques semaines, en France, on a fait disparaître une chaîne musicale. Il existait une chaîne musicale qui était vraiment spécialisée pour les jeunes et on l'a fait disparaître pour en faire une chaîne de télévision généraliste. Est-ce que vous, qui venez d'un pays où il y a de multiples chaînes et notamment des chaînes qui ont un créneau pour les jeunes, vous êtes plutôt favorable à l'existence spécifique d'une chaîne pour les jeunes, disons pour les 15-25 ans? Oui, je crois qu'il est très important d'avoir des jeunes gens qui puissent avoir accès à la musique et échanger leurs idées musicales par le biais de la télé. Mais en Angleterre, il y a très peu de chaînes qui soient en fait branchées sur la télé. Il y a peut-être 2 ou 3 émissions qui passent des clips, mais en général, il y en a très très peu. En fait, il y a beaucoup plus de musique à la télé française qu'à la télévision italienne, suisse ou britannique. Et aux États-Unis, bien entendu, alors là, il y a de la musique partout sans arrêt à la télé américaine. Mais enfin, c'est très facile, on peut l'allumer, on peut l'éteindre comme on veut. Vous savez, David... Enfin, c'est le spectateur qui fait son choix. Ouais. David, il y a beaucoup de chanteurs français qui se plaignent, c'est pas toujours les meilleurs, mais qui se plaignent de l'invasion de la musique anglo-saxonne. Pas de Bowie, parce que Bowie est une star, mais enfin, on dit à chaque fois qu'il y a un petit disque américain ou anglais qui arrive, eh bien on le passe sur les radios, on le voit à la télévision, et nous, les Français, chez nous, on n'y arrive pas. Vous avez un sentiment là-dessus, une appréciation? Oui, ça, c'est très important. Il est très important que le public français soutienne les artistes français, quand même. Alors, quand chanterez-vous en français? Vous savez, je parle vraiment très mal, d'ailleurs, toutes les langues. Je crois que j'arrive pas à parler ni français. J'ai même du mal à parler l'anglais. Voilà. Vous habitez où? Vous habitez à New York, à Londres, en Suisse? C'est difficile de vous saisir. Je sais que c'est très difficile de me saisir. Alors, où est-ce que vous habitez? Non, en fait, je passe tellement de temps à voyager que je ne sais pas si je suis domicilié quelque part. Je n'ai jamais manqué une maison que je pourrais appeler chez moi, tellement je voyage. Enfin, pour moi, la plupart du travail que je fais par écrit, la plupart de mes compositions sont faites des endroits où je suis passé, c'est-à-dire dont je suis déjà parti. Par exemple, si je suis en Allemagne, j'écris une chanson où il est question de quelque chose, et puis si je vais au Japon, le style va également changer. En fait, il est pour moi essentiel de voyager et de ne pas être fixé quelque part pour pouvoir rester créatif. Et c'est très important pour les paroliers d'être conscients des différentes influences culturelles qui existent dans le monde entier afin de pouvoir rester créatif et intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une famille quand on voyage tant? Est-ce que vous pouvez avoir un rôle stable, parce que c'est... Si, absolument. Oui? Non, mais bien sûr. Je vois quand même mon fils, je le vois beaucoup. Et à chaque fois que nous pouvons nous voir, nous nous réunions. Et puis je continue à rester en contact avec lui. Et je fais du temps, je me débrouille pour pouvoir le voir, où que je sois dans le monde, pour que je puisse le voir. Puisque vous parlez de votre enfant, moi je vais parler également de quelque chose qui fait rêver les enfants, c'est le déguisement. Et pendant longtemps, on vous avait un petit peu déguisé, c'est-à-dire que vous faisiez du cinéma avant d'en avoir fait professionnellement, avec des visages qui changeaient, avec des yeux de différentes couleurs, avec des maquillages.
C'est terminé maintenant, David Bowie déguisé, it's out? Oui, les David Bowie déguisés, oui, je ne sais pas. Non, en fait, je crois que la dernière fois que je me suis déguisé de façon un peu exagérée, c'était pour le film The Hunger avec Catherine Deneuve. Il fallait 5 heures de maquillage chaque matin et je ne crois pas que je pourrais recommencer cette expérience. Mais vous l'avez fait également sur scène. Vous avez eu un look, puisque c'est encore un terme anglo-saxon, sur scène. Très souvent, vous apparaissiez différent de ce que vous êtes aujourd'hui, par exemple. Oui, les cheveux teints en rouge, etc. Ouais. Oui, oui. Non, d'ailleurs, c'est moi qui ai introduit la rousseur artificielle aux cheveux. Désolé, c'est peut-être pas de très bon goût. Toujours est-il que je reviendrai peut-être aux effets dramatiques et théâtraux dans la tournée cette année, mais je ne me préoccupe pas tant maintenant des aspects superficiels du déguisement et du costume. Ce qui m'intéresse davantage, c'est un type de mise en scène théâtrale et je crois que ce sera vraiment très passionnant. Parce que vraiment, je travaille très dur à ce sujet en ce moment pour essayer d'incorporer le rock'n'roll dans le théâtre. Et ça, je n'ai jamais vu faire ça par le passé. Quel âge avez-vous, David Bowie? 40 ans. Oui. Le cap des 40 ans est difficile à passer ou alors vous faites comme si vous ne vous en aperceviez pas? Non, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Au début, j'étais un petit peu angoissé à l'idée d'avoir 40 ans. C'est évidemment un cap dangereux. En fait, lorsque j'avais 35 ans, j'étais inquiet à ce sujet. Mais maintenant que j'ai 40 ans, je me sens bien. J'ai l'impression que je me suis rattrapé moi-même. Lorsque j'avais 20 ans, lorsque j'avais entre 20 et 30 ans, je me sentais plus vieux que je suis maintenant, en fait. Mais maintenant, j'ai 40 ans, puis je me sens jeune à nouveau. Et je crois que la boucle est bouclée. Alors, je crois que je me suis retrouvé et vraiment, je me sens très à l'aise, plein de confiance. C'est vraiment formidable d'avoir 40 ans. J'attends d'avoir 60 ans avec impatience. C'est génial à ce moment-là. On va parler, David, d'un métier qui permet d'avoir plusieurs vies, c'est le cinéma. Le dernier film que vous ayez tourné, c'est le film de Luca, c'est Labyrinthe. Alors, est-ce que la part de création d'un chanteur, d'un compositeur est plus importante que la part de création d'un acteur? Oui, dans la mesure où on m'a demandé d'écrire la bande originale, mais à part ça, non. En fait, c'était Jim Henson, George Lucas qui était chargé du reste de la production cinématographique. Enfin, j'aimerais beaucoup écrire des musiques de films ou même le scénario d'une comédie musicale ou d'un film musical, si vous voulez. Mais enfin, j'ai essayé au moins 1000 fois, j'ai jamais réussi à terminer. Je termine toujours par faire des représentations sur scène, mais peut-être l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le métier d'acteur? Parce que depuis 15 ans, vous tournez beaucoup, mais aussi avec choix des scénarios, car je crois que vous êtes très difficile sur le choix des scénarios que l'on vous propose. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'acteur? Celui d'être dirigé, d'être moins responsable? Enfin, moi... Au début, c'était peut-être un peu ce qui se passait, effectivement. Mais par la suite, je commençais à avoir des metteurs en scène qui me donnaient plus de liberté, plus de marge de manœuvre. Par exemple, j'ai fait quelque chose avec John Lennox dans un film qui s'appelait Into the Night. Et là, j'avais une liberté complète de faire ce que je voulais, d'incarner le rôle comme je l'entendais. Et en fait, là, c'était ce que j'ai le plus apprécié, à part le film d'Oshima. Le film d'Oshima était vraiment quelque chose de génial, furieux, le film d'Oshima. Alors maintenant, je commence à prendre mes propres responsabilités en tant qu'acteur, alors que par le passé, j'avais l'impression de faire du cinéma pour voir comment travaillaient les metteurs en scène, parce que moi-même je voulais faire de la mise en scène. Et toutes les stars de rock dans le monde veulent faire un film, veulent mettre en scène un film. Dans chaque chanteur rock, il y a un metteur en scène. Mais ça, c'est également l'inverse. Chez les comédiens, il y a toujours une vedette de rock qui s'ignore. Est-ce qu'il y a beaucoup de stars de rock aujourd'hui au niveau mondial? Vous venez de parler des stars de rock. Est-ce que les stars de rock aujourd'hui, ça existe encore? Parce que le rock, c'est quand même l'affaire des années 60-70. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, oui, il existe de nombreuses stars de rock? Oui, c'est une question intéressante parce que maintenant, le rock est quelque chose qui passe à la télé. C'est la télé qui est véritablement le support de la télé. Mais ce que je trouve vraiment passionnant dans le rock des années 60 et 70, c'est qu'on ne voyait pas tout ça à la télé. Il n'y avait pas de rock à la télé. Généralement, c'était quelque chose auquel on avait accès difficilement. Si on voulait vraiment faire l'expérience du rock and roll, il fallait aller en concert. C'était la seule possibilité. Il fallait faire un effort. Maintenant, c'est tellement facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton de la télé que finalement, le rock perd
perd de sa caractéristique spéciale qu'il avait par le passé. Donc le rock est toujours en train de se remplacer par autre chose. Mais je crois qu'il faut s'attendre à voir des groupes qui vont révolutionner le rock et qui feront des choses sensationnelles, qui changeront la situation, qui feront tourner les choses. Mais ceci sera différent de ce qu'on a vu dans les années 60 et 70. Parce que, à cause de la télé a modifié complètement le visage du rock. Vous la regardez souvent, la télé? Non, très très rarement, le moins possible. En fait, j'ai remarqué que quand je regarde la télé, je regarde plutôt les actualités, des choses comme ça. Alors justement, est-ce que vous vous intéressez un petit peu aux choses qui bouleversent le monde? Est-ce que vous êtes un homme, comme Stallone nous l'a dit tout à l'heure, engagé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend des positions? Ah oui, absolument, je prends position, d'ailleurs sur la plupart des choses, quelquefois à titre privé, mais quelquefois en public également, mais j'ai certainement des positions sur toutes les choses du monde. C'est-à-dire que... D'ailleurs, je crois que comme vous-même, je lis le journal tous les matins, je regarde les actualités à la télévision. Oui, mais est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous militez pour une cause quelconque? C'est difficile quand on vit à Londres, en Angleterre, à New York, aux États-Unis, en Suisse. On appartient à quel pays? Ce qui compte le plus, c'est que je participe généralement dans des associations pour la protection des enfants. Là, j'ai beaucoup de sympathie pour ce genre de mouvement. J'aime beaucoup les enfants. Mon père travaillait pour ce genre d'organisation et je crois que je tiens cela de lui. Mais dans la mesure du possible, de façon publique ou privée, c'est vraiment le domaine dans lequel j'essaie de prendre position et de faire une contribution. Et bien entendu, quand Bob Geldof m'a demandé de participer à Live Aid, là également j'étais sensible à ce genre de choses. Je crois qu'il est important de prendre des mesures, faire des actions que l'on peut utiliser, où on fait valoir ses talents. Bon, moi j'ai des talents en tant que musicien et que chanteur, mais également je peux me servir de ce talent pour d'autres choses. Vous allez venir en France et faire une tournée? Ah oui, tout à fait, oui, oui. Quand? Après le mois de mai. Après le mois de mai. Je ne peux pas vous dire la date exacte, mais enfin, je sais qu'en France, je vais certainement passer par la France. Je vais vous poser une question très importante. Attention. Aimez-vous la France? Oui, bien sûr, j'adore la France, bien sûr, bien sûr. On va terminer, on va écouter Bang Bang. Et surtout... Pardon? Et j'aime beaucoup Bonn. Voilà, le lac Bonn. Bonn on the east, where the wine is. Non, la ville d'Est, Bonn, où on boit le vin. Voilà, vous aimez le vin. En l'été, vous aimez le vin. Non, en fait, c'est le vin que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. On va écouter Bang Bang. Et puis, malheureusement, on va terminer l'émission. À moins que vous ayez quelque chose à dire, à moins que vous bouleversiez votre emploi du temps et que vous restiez toute la soirée avec nous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, quand on s'appelle David Bowie, d'avoir encore la maîtrise de son temps, la maîtrise de sa personnalité? Ou est-ce que vous n'êtes pas aussi un petit peu, quand vous êtes en Europe, en France par exemple, un peu trimballé comme un produit que l'on expose? Non, je ne suis jamais trimballé, je veux me donner le temps d'entrer dans toutes les situations qui m'intéressent. Je participe à ce genre d'émission, si je donne des interviews, c'est ma décision d'accorder les entretiens et celle de personne d'autre. Alors, si ce genre de choses m'ennuyait, eh bien j'y mettrais fin tout de suite. Vous me connaissiez, vous saviez qui j'étais? Oui, oui, tout à fait. Ben, moi, je ne vous connaissais pas, pardonnez-moi. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you. Thank you. It's been my pleasure. Thank you. C'était David Bowie, voilà.